Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Face à Face, c'est un premier numéro à la nouvelle adresse. Nous sommes maintenant à Kigoma et donc vous allez certainement remarquer qu'il y aura des petits problèmes de son, mais nous allons régler ça très rapidement. Ce sera le premier numéro avec quelqu'un qui pour moi est très cher. Pourquoi très cher? Parce que c'est quelqu'un qui a toujours été ici, toujours été dans nos émissions, le professeur Tony Mwaba, l'un des plus jeunes professeurs de la République démocratique du Congo et avoir l'un des grands cours de ce pays. Donc, vous pouvez compter, quand on parle de constitutionnalistes, on parle de médecins, il y a aussi des spécialistes en matière de dette, en matière de sûreté, en matière de... Donc, on est avec lui, il nous a fait l'honneur de répondre à nos questions. 3 grands thèmes aujourd'hui. D'abord, ces retraits de loi Minaku, est-ce qu'on a retiré ou on a annulé? Tout simplement. On en parle ici. L'état d'urgence vers une prorogation, est-ce qu'on prolonge, est-ce qu'on va proroger, qu'est-ce qui va se passer réellement? Et puis la CENI, tout le monde est d'accord, tout le monde est contre. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qui va réellement se passer. Tony Mwaba, bonjour. Bonjour. Alors, je dois rappeler encore une fois, vous enseignez le sûreté, c'est l'un des grands cours. Je me rappelle quand j'étais encore étudiant, quand vous nous enseignez, c'était un cours extrêmement difficile, technique, on appelait ça une mathématique judiciaire. Oui, bon, comme vous le dites, hein, tout dépend de la méthodologie de l'enseignement. Ouais. Comme on le faisait toujours sous forme de schéma, on en a fait de l'arithmétique juridique pour faciliter la compréhension. Et ce qui est très bien, c'est que cette arithmétique juridique a permis à beaucoup de personnes de comprendre la leçon, parce que si le monde est en dessin, mais il n'y a plus de bêtes, on comprend tout ça. Non, en fait, c'est ça. La mission de l'université se résume en 3, ou se décline en 3 points. C'est l'enseignement, la recherche et les services à la nation. Bon, quand je suis dans l'auditoire devant les étudiants, je suis enseignant, je ne viens pas impressionner ou épater les étudiants. Je viens transmettre les savoirs. Ouais. C'est-à-dire que je fais mes recherches, je puise les savoirs dans des documentations savantes, je les transforme en savoir enseigné et je viens devant les étudiants, je fais ce qu'on appelle la transposition didactique. Et je vais descendre vraiment le plus bas possible, trouver les méthodes les plus faciles pour transmettre les savoirs aux étudiants. Je ne viens pas impressionner avec des gros mots pour renvoyer à tout moment les étudiants dans les dictionnaires. Non, il n'y a pas un conflit entre enseignants et étudiants, non. Donc, pourtant, c'est ce qu'on remarque aujourd'hui. Malheureusement, un enseignant entre et débarque, c'est pour impressionner avec des gros mots, et trop de citations. Lisez Einstein, lisez ici, c'est Montesquieu. Alors que beaucoup d'auteurs, là, ils disaient bien plus pour leur société que les nôtres. Alors aujourd'hui, professeur de droit à l'université de Kinshasa, privatiste et comparatiste. Et puis vous enseignez dans plusieurs universités. Oui. 2 professeurs de droit de votre faculté ont, députés comme vous aussi, ont proposé des lois pour, selon eux, mettre le parquet sous tutelle du ministère de la Justice. Un autre professeur s'est invité dans le débat, c'est le professeur Némi Mulania, qui dit même que vous étiez en train de rêver, ça veut dire toute la classe politique était en train de rêver. Le parquet avait déjà été placé sous tutelle du ministère de la Justice depuis la révision constitutionnelle en 2011. Non, mais d'abord en commençant par ce que Mulania a dit, ça c'est toute une contradiction. Si le parquet était déjà sous tutelle du ministre de la Justice, alors les 2 propositions ou les 3 propositions de loi ne se justifieraient pas. C'est pour renforcer. Non. C'est pour achever l'œuvre. Achever l'œuvre, c'est-à-dire quoi? La Constitution, si déjà la Constitution pose un principe, c'est une œuvre déjà achevée. On ne va pas nous dire que dans la Constitution, il y a des œuvres inachevées. Non. Il faut des lois organiques pour soutenir certaines choses. Et eux, ils proposent ça, au fait, pour faire une conférence des procureurs. Comme il y a le Conseil supérieur de la magistrature, eux, ils veulent avoir un organe. On l'appellera conférence de procureurs. Bon, je ne vais pas entrer dans des considérations politiques. Des fois, ça nous égare en tant que scientifiques. Mais ce qu'il faut relever d'abord, c'est que les collègues Minaku et Sakata, doublement collègues, parce que collègues professeurs, collègues députés nationaux, proposaient une loi, comme ils l'ont fait. Ils ont proposé 3 propositions de loi pour modifier la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature, sur la loi organique sur l'organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire
et la loi organique sur les statuts des magistrats. Donc, l'ayant fait, ils ont bien fait, ils ont fait leur travail en tant que députés. Le principe Parce est bon. que, sur le plan des principes, l'article 100, la mission des députés, c'est voter les lois et contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, les services publics. Vous voyez? Alors, dans les volets législatifs, l'initiative de proposer les lois peut provenir soit du gouvernement, soit du Parlement, par un député. Alors, les deux ont fait ces 3 propositions de loi, donc ils sont dans le cadre de leur mission parlementaire. Ça, c'est un principe. Deuxièmement, mais est-ce que les initiatives des collègues sont opportunes? Parce qu'ils proposent une réforme. Et moi, je dis toujours qu'on ne fait pas une réforme pour une réforme. Lorsque dans une société, dans un pays, on veut entreprendre une réforme, c'est-à-dire qu'on veut régler un problème précis, on veut résoudre une difficulté qui se pose. Donc, lorsqu'on regarde bien comment les choses fonctionnent jusqu'ici et les initiatives prises, on sent qu'ils ne viennent pas trouver la solution à un problème, mais ils viennent plutôt créer un problème plus grave que celui qui pouvait exister avant. Dans quelle mesure? L'opportunité. On a posé la question de savoir pourquoi ces 3 propositions de loi et en ce moment précis. Parce qu'ils ont dit qu'il y avait une république des juges et qu'il fallait arrêter l'arrogance, le banditisme judiciaire. Alors, il y a d'abord sur le plan de la forme, avant les fonds, sur le plan de la forme, nous disons qu'il n'y a pas opportunité. Aucun problème précis et eux-mêmes n'arrivent pas à nous le dire. Ils vous disent non, c'est pour combler le vide, compléter. Mais compléter, c'est-à-dire faire quoi? Et même si vous allez, j'arriverai au fond, pour régler, éclairer cette affaire de compléter l'œuvre qui a commencé déjà dans la Constitution de 2006, vous allez comprendre quand on abordera les fonds que ça ne vient pas compléter, ça vient au contraire tordre l'essence des choses, ça vient au contraire créer un problème et violer la Constitution. Je vous attends au fond alors. Alors, mais d'abord sur le plan de fond, parce que nous les juristes, c'est d'abord la forme. Parce que si déjà sur le plan de la forme, ça ne va pas, la sanction c'est l'irrécevabilité, on n'abordera même pas les fonds. D'abord, il y a quelques observations suspectes. La première, les collègues prennent les initiatives, ils déposent sur le bureau de l'Assemblée nationale, et après vérification faite, ces initiatives ne sont même pas passées au bureau d'études. Parce que quand vous déposez même une question écrite orale ou bien des propositions de loi, ça passe quand même au bureau d'études de l'Assemblée nationale où il y a des juristes et des experts qui donnent quand même des avis au bureau de l'Assemblée nationale. Ce dossier-là n'est pas passé là. Deuxième élément, les dossiers auraient pu être envoyés au gouvernement comme l'impose la Constitution pour que le gouvernement apporte ses observations. Mais les dossiers de ces 3 propositions de loi n'est jamais allé au gouvernement. Avant que ça ne soit présenté en plénière, le 19 juin, où ces propositions ont été déclarées recevables. Ça a été fait après, parce qu'on a animé des débats là-dessus, et c'est ce qui a fait même que le ministre de la Justice s'est permis, pour régulariser ces vices de procédure, faire des observations au nom du gouvernement, les envoyer à l'Assemblée nationale, sans être validé par le Conseil des ministres. Encore que, même s'il fallait les transmettre, c'est le Premier ministre qui est l'interface. Il a dit avoir l'autorisation, il a dit avoir l'autorisation, il a dit avoir rempli toutes les conditions. Ils ont fait ça dans un bureau d'études au niveau du ministère, au niveau du Conseil des ministres. Ils ont non, il y a une commission de loi, c'est vrai, oui, que le ministre de la Justice chapeaute. Oui. Mais la commission examine. Après, elle fait rapport au Conseil des ministres, le Conseil des ministres valide. Et puis, le Premier ministre transmet les observations au Parlement. D'ailleurs, dans la commission PAJ, on nous a lu une correspondance du Premier ministre adressée à la présidente de l'Assemblée nationale pour accuser réception de ces 3 propositions de loi, et le Premier ministre promettait d'ailleurs qu'on vous transmettra, n'est-ce pas, les observations du gouvernement dans les délais. Et les délais expiraient le 30 juin. Vous voyez? Mais avant déjà le 30, le 19, c'était passé en plénière.
Une autre observation suspecte, c'est que malgré que ce n'était pas allé au gouvernement pour avoir des observations dans les délais requis par la Constitution, et le règlement intérieur impose que les documents de travail doivent être communiqués aux députés au moins 48 heures avant la séance. On n'a pas vu ça. Moi, personnellement, je me suis débrouillé dans la salle. J'ai envoyé mon assistant parlementaire aller vite me chercher la copie. Il m'a amené pendant que le débat était engagé. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si ce point était inscrit à l'ordre du jour. C'est par surprise qu'on avait appris qu'on avait examiné aussi ces propositions-là. Alors, tout ceci fait que de l'inopportunité à l'urgence, on ne peut pas comprendre. Tout paraissait suspect. Comme s'il y avait un problème urgent qu'il fallait régler. Les bureaux accusent certains députés de paresse intellectuelle, si vous voulez, ou paresse professionnelle. Les députés ne font pas des efforts pour aller voir les lois, pour aller voir les propositions qui ont été abordées ou présentées par leurs collègues. Et puis après, vous sortez, vous venez dans le média pour dire que vous n'avez pas été saisi, vous n'avez pas vu. Pourtant, il paraîtrait, selon vos procédures, selon vos règlements intérieurs, c'est aux députés d'aller au niveau du bureau pour voir exactement qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été proposé. Dans les règlements intérieurs, oui, et même dans la pratique parlementaire, c'est les services du rapporteur qui s'en occupent et distribuent aux députés les documents de travail. Et on les invite même, on a toujours des messages. Vous passez et retirez. Ces messages, je ne les ai jamais reçus. Je suis honnête sur ce point-là. D'ailleurs, je l'ai toujours été. Je vous dis qu'on n'a jamais distribué ces documents-là. Pourquoi? Et donc, je me dis à dessein, pour ne pas permettre aux députés attentifs de prendre connaissance de ces propositions de loi, de constater déjà les dangers que nous avons dénoncés et même d'avoir tout le temps de réunir les arguments et venir attaquer ça en plénière. Ça a été fait comme ça. Alors, au niveau de la plénière, je crois que j'étais parmi les premiers qui avaient... C'est ce que je voulais dire, vous avez été le premier à élever ce débat. Quand vous aviez cette idée, c'était pour faire quoi au fait? Pour calmer, pour arrêter le processus, pour alerter l'opinion? Bon, comme je l'ai dit, c'est dans la salle que je me suis débrouillé pour obtenir copie de ces 3 propositions de loi. Et immédiatement, d'ailleurs, j'avais un intérêt scientifique. Moi, professeur d'université, ma spécialité, vous avez dit, ce n'est pas le droit constitutionnel, ce n'est pas le prof Mbata ici. Donc, moi, je suis privatiste et comparatiste. Donc, j'ai eu mon doctorat en droit privé et judiciaire. Donc, les judiciaires m'intéressent, les droits privés m'intéressent. Donc, ces 3 propositions de loi rentrent dans le cadre de mon domaine de recherche. Ce n'est même pas le domaine de recherche de Minakou ni de Sakata. Minakou, c'est droit international public, Sakata, droit économique et social. Ça, c'est les droits judiciaires. C'est votre droit. Et ça, c'est mon domaine. Ce qui fait que, facilement, je puis déceler les malfaçons de ces 3 propositions qui ne pouvaient pas permettre de continuer à construire notre édifice de l'état de droit. Il fallait tout de suite alerter la plénière de toutes ces malfaçons-là, parce que ça violait la Constitution. Alors avant de ça, c'est le fond. Oui, avant de poursuivre, en rentrant dans le fond, au-delà du fait que vous soyez professeur, privatiste, comparatiste, vous êtes avocat depuis plus de 10 ans, un avocat de carrière. Gary Sakata est un avocat comme vous, c'est encore votre collègue, lui c'est encore triplement votre collègue. L'autre Minakou, c'était un ancien magistrat devenu avocat. Donc, triplement de... Alors, comment se fait-il que dans un pays, que nous ayons des juristes, mais qui pensent pas différemment, mais contradictoirement, sur une loi qui est censée vous unir ensemble en termes de principe? Comment on explique? Bon, je crois que c'est peut-être, ça pourra faire peut-être l'objet de notre débat sur la responsabilité des intellectuels congolais dans la crise de notre société. J'étais en train de lire d'ailleurs un auteur qui a fait une publication là-dessus. Donc nous avons une grande part de responsabilité dans la situation actuelle de notre pays, nous en tant qu'intellectuels. Parce que nous avons aliéné notre liberté académique, notre autonomie au profit des politiques. Et donc aujourd'hui, nous servons de marchepieds aux officines politiques. Lorsqu'on veut réaliser un objectif politique donné, il faut trouver un marchepied, il faut trouver un tremplin, il faut trouver une caisse de résonance.
et on trouve un professeur d'université qui vient juste pour faciliter. Malheureusement, ça. Donc ça, c'est vraiment un autre débat. Et malheureusement, je crois que les collègues ne nous ont pas aidés sur ce point-là parce qu'ils auraient pu déceler cela. Donc, voyez-vous, par exemple, pendant que nous sommes en train de nous battre, de faire de la RD Congo non seulement un État, mais aussi un État de droit. Mais le premier pilier de l'État de droit, c'est la justice. Et une justice indépendante. Déjà, la Constitution elle-même garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire, bien qu'en pratique, ça posait déjà problème. C'est comme ça que j'ai dit à ceux qui pensaient qu'ils étaient en train de résoudre un problème. Dans notre pays, la plupart des cas, nous n'avons pas de problème de textes et même des institutions. Nous avons les plus beaux textes du monde. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte. Mais le problème, c'est les animateurs. Le problème, c'est ceux qui nous dirigent. Ceux qui nous dirigent ne respectent pas les lois. Et ceux qui ne respectent pas les lois ne sont pas sanctionnés. Donc, nous avons un problème d'impunité. Donc, on peut, au lieu de régler à certains égards des problèmes de loi, de réformes, c'est un problème justement des animateurs. Alors, par rapport au fond, comment vous pouvez imaginer que l'on puisse dépouiller le Conseil supérieur de la magistrature de son pouvoir disciplinaire sur les magistrats et du siège et du parquet, mais pour les confier en ce qui concerne les magistrats du parquet au ministre de la Justice, de telle sorte que les ministres de la Justice peuvent, comme ils ont appelé à titre conservatoire, tout ça, et sanctionner disciplinairement un magistrat du parquet en attendant que le Conseil supérieur de la magistrature n'intervienne. Il peut même nommer. Même. Vous savez, on va y arriver. Les ministres de la Justice qui exercent une autorité sur les magistrats du parquet. Parce que les magistrats du parquet sont les représentants de l'exécutif au sein du pouvoir judiciaire. C'est pourquoi le ministre de la Justice a le pouvoir d'injonction. C'est une injonction positive, c'est-à-dire le ministre de la Justice peut se réveiller et donner injonction aux magistrats d'ouvrir une information judiciaire. Ça s'est fait d'ailleurs avec le procès de 100 jours. C'est le ministre de la Justice qui a donné injonction au procureur général près la cour d'appel de Matete et près la cour d'appel de la Gombe d'ouvrir les informations sur le dossier 100 jours. C'est ça l'injonction positive. Mais il ne peut pas arrêter la procédure. Non, après avoir donné cette injonction, il ne peut plus interférer dans la gestion, dans l'instruction. Les magistrats restent indépendants. Est-ce qu'il peut arrêter une procédure? Il ne peut pas donner une injonction. De principe, c'est une injonction positive. Ouais. Mais maintenant, avec ce que nos collègues proposent, ils vont au-delà de l'injonction positive pour proposer une injonction négative. Ce qu'on appelle dans d'autres systèmes, même français, les droits de veto. C'est-à-dire que les ministres de la Justice peuvent donner une injonction à un magistrat du parquet d'arrêter avec l'instruction sur un dossier. Par exemple, comme vous le voyez, il est FCC et qu'on interpellait un DG, made in FCC, le ministre de la Justice peut interférer et ordonner au magistrat de suspendre l'instruction. Mais il a déjà fait avec l'histoire de lui. Mais il a fait avec l'histoire je crois, de Logefrem, quelque chose comme ça. Ça a été tenté dans les faits. Maintenant, il va avoir une couverture juridique. Et donc, c'est cette injonction négative que les collègues voudraient insérer dans leurs propositions. Et là, plus grave encore, ils ont prévu que si le ministre de la Justice ordonne à un magistrat d'arrêter avec une instruction, et là, je vous dis, ça dérange même la profession d'avocat. Vous avez un client pour qui vous gérez un dossier, peut-être contre un Indien, un Libanais, et comme ils ont des entrées par-ci, par-là, un conseil du ministre de la Justice s'y mêle, il passe la main, le ministre de la Justice ordonne la suspension de l'instruction. Et là, vous voyez, ça va préjudicier pas seulement les justiciables, même nous les avocats. On va vous juger inefficace parce qu'il y a un fait du prince. Donc, pour revenir en disant que, avec cette injonction négative, si le ministre de la Justice ordonne à un magistrat d'arrêter avec l'instruction et que celui-ci n'obtempère pas, les propositions des collègues voudraient que le ministre de la Justice sanctionne ces magistrats-là qui n'a pas déféré à son injonction négative. Et il peut même aller loin pour demander à ce qu'un autre magistrat du même parquet
puisse récupérer les dossiers et l'instruire à la place de celui qui l'a sanctionné. Donc, en lieu, il prend des décisions en lieu et place même du chef d'office. Donc, ça, c'est grave. Et il y a encore un autre élément. On vous dit que, désormais, toujours avec les propositions des collègues, le ministre de la Justice devra désormais élaborer les budgets du pouvoir judiciaire en concertation avec le Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est anticonstitutionnel. La Constitution dit ceci. Oui. Que le Conseil supérieur de la magistrature élabore les budgets du pouvoir judiciaire, je crois que c'est l'article 149, il élabore les budgets du pouvoir judiciaire et les transmet au gouvernement. Oui. Mais maintenant, eux, ils veulent intercaler les ministres de la Justice pour dire que ce budget doit être élaboré en concertation avec les ministres de la Justice. Mais le ministre de la Justice fait partie du pouvoir exécutif. Qui est aussi indépendant vis-à-vis du pouvoir judiciaire. C'est la séparation des pouvoirs. C'est la séparation des pouvoirs. Comment il va s'immiscer dans l'élaboration du budget d'un pouvoir qui est indépendant? Ça, c'est pour arriver à les contrôler, à les dompter, à les caporiser, à l'inféoder. Alors, toujours avec les propositions des collègues, parce qu'on va terminer, il y a tellement... Ils vous disent, oui. Ils vous disent, par exemple, que le ministre de la Justice a le pouvoir, d'après ce qu'il propose, de nommer les magistrats... Ils ont dit provisoirement. Ils ont dit provisoirement. Mais même si vous dites provisoirement, mais la Constitution dit que c'est le chef de l'État qui nomme les magistrats sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Mais d'où vient l'idée où le concept des magistrats provisoires, ce n'est pas dans la Constitution. Là, ça viole la Constitution. Est-ce qu'un magistrat provisoire pose des actes provisoires ou il pose des actes définitifs? Ça, c'est déjà même le fond. Ils disent que c'est pour un stage probatoire, quelque chose comme ça. Mais c'est bien ça, c'est bien beau d'entendre. Mais est-ce que la Constitution les permet? La Constitution dit tout simplement que c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui propose au président de la République, il nomme les magistrats à titre définitif. Mais dans les sillages là, ils veulent faire intervenir le ministre de la Justice pour recruter les candidats et les nommer magistrats provisoires. Et la nomination définitive interviendra avec le chef de l'État. Un peu comme pour dire, pour lier les chefs d'État. Le chef de l'État aura mené une compétence liée. Il ne peut que nommer les magistrats qui ont été recrutés par les ministres de la Justice. Provisoirement, mais entre guillemets, c'est anticonstitutionnel. Alors, sur le plan politique, Maître Tony Mwaba, sur le plan politique, on a comme l'impression que l'UDPS, sinon la famille du président de la République, n'a réussi qu'une manche du dossier. Parce que la loi n'a pas été annulée. Elle a plutôt été reportée. On la ramène l'année, disons, la session prochaine. En session de septembre. Ce qui va faire qu'ils vont persister dans cette histoire. Aubin-Mina l'a si bien dit, sans rire, qu'ils ne vont pas lâcher, ils iront jusqu'au bout. Est-ce que vous n'êtes pas en train de perdre finalement cette manche? Christian, ça, ce n'est pas la bataille de l'UDPS. Vous avez suivi quand cette histoire a commencé. La société civile s'est levée, vous avez vu les syndicats nationaux des magistrats, les syndicats autonomes, vous avez vu les peuples manifester, et les acteurs politiques, on a vu l'opposition se tenir. Même les ONG internationales aussi, ils ont donné leur point de vue. C'est-à-dire que on est en train de vouloir nous ramener en arrière, on est en train d'avancer dans le processus de l'état de droit, mais là on veut nous ramener vraiment au 22e étage du sous-sol. Et donc, là ce n'est pas bien. Et ça, ce n'est pas l'affaire de l'UDPS. Et l'UDPS ne peut pas entrer dans toutes sortes de compromissions au détriment du peuple. Là, il ne faut jamais compter sur l'UDPS. Alors, j'ai entendu que l'examen de la loi a été renvoyé en session de septembre. Mais ça, c'est encore une fois violer les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. En quoi, nous étions en plénière où ces trois propositions étaient déclarées recevables, au lieu de les rejeter pour une opportunité. On les envoie à la commission PAJ. En vertu de l'article, je crois, 149, si je ne m'abuse, du règlement intérieur, qui voudrait que la commission PAJ ait la liberté de ne pas adopter une loi pour une opportunité et renvoyer les débats en plénière. Mais ils ont préféré faire passer en force. Vous avez suivi, les CACH avaient retiré sa présence à la commission PAJ et je crois que l'opposition même avait suivi. Je crois que on a jeté un discrédit sur ce qui est en train d'être passé. Alors, ce qui devrait se passer, c'est quoi? La commission PAJ aurait dû, en plénière de commission,
rejeter ces 3 propositions de loi pour une opportunité et faire rapport à la plénière. En vertu de l'article 149, et la plénière allait voter aussi sur une opportunité. C'est ça la procédure. On ne peut pas, par une décision du bureau, dire on va examiner ça en session de septembre. La session de septembre, c'est d'ailleurs une session essentiellement budgétaire. Je crois que ça a été un retrait poli. Ils ont retiré ça poliment, mais nous allons continuer à veiller pour que ces initiatives ne puissent pas prospérer. Alors, parce que nous sommes députés, nous faisons les lois pour le peuple, mais le peuple a refusé ces lois-là. Donc le peuple les a rejetées. C'est comme ça que j'ai dit toujours, on ne peut pas servir Dieu en dehors de sa volonté. Alors revenons maintenant dans le fond de la question, on va aller un peu plus loin. Est-ce que c'est vrai que vous avez échangé ce retrait à l'acceptation ou à la validation de Ronsard Malonda? Parce que l'opinion retient que l'UDPS, le CACH, ont donc accepté d'échanger. On dit, retirez vos lois, nous laissons Ronsard Malonda passer. Vrai ou faux? C'est faux, parce que c'est ça la version que le FCC a distillée dans l'opinion les mêmes jours. D'abord, les dossiers Malonda, on va peut-être revenir après, mais rien que dans les volets Assemblée nationale, quand on nous a envoyé les messages pour venir à la plénière avec l'ordre du jour, il n'y avait pas ces points-là de l'entérinement de la désignation de Ronsard comme président de la CENI. Donc ce point-là a été improvisé de façon, je peux dire, impromptue. Au moment où on annonçait canceller, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, rencontrer le président honoraire qui est l'autorité morale du FCC, et immédiatement après, on sort ces dossiers-là, Ronsard, des tiroirs pour l'aligner et les voter de façon, je l'ai dit, cachotière ou cavalière. Parce que la procédure voudrait quoi? La procédure voudrait que, je crois que c'est l'article 49 de notre règlement intérieur, pour les dossiers qui concernent l'entérinement des mandats de certaines personnes, des institutions comme la CENI, c'est l'Assemblée plénière, à l'initiative du bureau, qui met en place une commission spéciale qui va étudier les dossiers, qui va prendre contact avec les personnes concernées et qui va émettre quand même des avis. Par exemple, mais vous voulez être président de la CENI, quelle est votre formation, quelle est votre expérience, ainsi de suite, et donner l'avis pour que l'Assemblée nationale puisse entériner. Ça ne s'est pas passé. On a été seulement surpris que les dossiers soient présentés comme ça, et dans l'FCC, ils ont récupéré, ils ont fait ce qu'ils ont appelé les votes, alors qu'il y a même des collègues comme le vieux Lokondo qui a sollicité une motion incidentielle. C'était pour quand même démontrer que, avant d'en arriver là au vote, est-ce que, en vertu de l'article 49 du règlement intérieur, une commission avait été mise en place, une commission spéciale pour examiner et les dossiers et les candidats afin de donner son avis et permettre à l'Assemblée nationale d'entériner. Ça n'a pas eu lieu. Et d'ailleurs, si on fait marche arrière pour ces dossiers-là, d'ailleurs, vous avez suivi ceux qui ont distillé dans l'opinion que l'IDPS a troqué les dossiers Ronsard contre les 3 propositions de loi, ont juste distillé des mensonges. Pour la simple raison que immédiatement après, vous avez suivi les communiqués de l'UDPS qui désapprouve ces démarches et appelle même les combattants et combattantes à manifester le 9 juillet. On revient sur Donc c'est une façon de vous démontrer clair et net qu'il n'y a jamais eu troc. Très bien, revenons maintenant sur la question. Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes en train de subir les propositions de loi? Vous les subissez, vous apprenez tous sur l'État. Le dossier Malonda, vous subissez encore. Est-ce que l'UDPS n'est-elle pas en train de subir finalement les caprices du FCC? Bon, subir, je dis non, mais surpris peut-être, parce que vous savez que nous sommes dans une coalition. Bon, il y en a qui disent il faut aller dans la cohabitation. Moi, je vous dis, et ça m'engage que moi, en tant qu'intellectuel, j'ai examiné cette affaire de cohabitation et coalition. Je vous dis que la cohabitation sera encore impossible.
En défaveur de les qui? FCC et les CACH. En défaveur de qui? Parce qu'en Ça coalition, sera vous perdez beaucoup impossible. déjà. En cohabitation... Donc je vous donne un exemple. Ouais, allez-y. Bon, si vous voulez qu'on aille dans la cohabitation et que le FCC gère son gouvernement comme il veut et qu'il veut nommer par exemple les mandataires dans des entreprises, mais cette nomination passe par une ordonnance présidentielle. Nous sommes dans la cohabitation. Et qui va signer? Et si vous ne signez pas, que dit la loi? Alors, après... quel est l'intérêt du peuple? Parce qu'il y aura blocage. Mais donc, on a comme l'impression que c'est vous qui avez beaucoup plus peur que le FCC. Non, on a comme l'impression que le FCC est prêt à tout et que vous n'êtes pas prêt en réalité. Vous faites la femme soumise, la femme capricieuse, mais qui à la fin accepte toujours. Au contraire, Ouais. la situation a évolué. Ceux qui pensaient que le président Félix était une marionnette, n'était qu'un pantin, aujourd'hui ils constatent. Vous avez suivi le sort du ministre de la Justice. Il ne prend plus part, n'est-ce pas, au Conseil des ministres. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, c'est le vice-ministre qui est venu présenter les projets de loi sur l'état d'urgence. Donc, s'il ne démissionne pas, il sera révoqué. Donc, c'est pour vous dire que ce que les gens pensent, ce n'est pas ça. L'éducation du président Félix n'est pas belliqueuse. Donc, c'est un homme qui a son tempérament. Il fait des choses froidement. Mais le temps passe. Le temps passe. On n'a que 5 ans de mandat, on n'a pas 10 ans. On a 5 ans de mandat. Et vous avez raison. Nous avons 5 ans de mandat. 5 ans ne veut pas dire il faut courir ou confondre la vitesse à la précipitation. On fait chaque chose en son temps. Mais la chose qu'il faut souligner, c'est laquelle? C'est que si on estime qu'on est quand même dans une coalition, nous devrons quand même nous concerter. Rien que par respect mutuel, nous concerter sur des grandes questions de politique générale, même sur des questions de réformes institutionnelles. Est-ce que on ne peut pas se réveiller un matin. Est-ce que ce n'est pas utopique? Vous parlez du respect là où les gens D'abord, je rappelle les principes. Oui. Les principes, c'est ça. Quand vous êtes dans une coalition, même quand vous êtes dans un ménage ou dans un foyer entre hommes et femmes, donc tu ne peux pas te réveiller un matin, tu vas dans une concession, tu amènes un véhicule sans avoir parlé quand même à ton partenaire que je vais acheter un véhicule aujourd'hui, tout ça. Ne serait-ce qu'une information. Donc, on ne peut pas se réveiller le matin, on trouve sur la table de l'Assemblée nationale une réforme institutionnelle, mais qui touche quand même à la politique générale, qui n'a pas été, qui n'est passée ni par l'information, ni par la concertation préalable. Et là, honorable, tout de suite, les caches disent non. Honorable, laissez-moi vous poser des questions beaucoup plus précises. Est-ce que vous faites le poids aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Regardez, ils ont destitué Kaboun, vous n'avez rien fait. Jusqu'aujourd'hui, ceux qui ont 2 millions, 200 millions de dollars, 300 millions de dollars de la GECAMINE, ça coule encore douce chez eux, ils sont tranquilles, vous ne les inquiétez pas. Mais quand il s'agit de vous faire du mal, ils vous le font sans aucun problème. Est-ce que ce n'est pas vous finalement qui avez peur de tout ça? La peur n'est pas dans notre camp, parce que c'est vrai que nous sommes minoritaires. Nous ne sommes que représentants du peuple. Et à chaque fois que le peuple trouve que nous, à cause de cette minorité-là, notre minorité numérique, on n'est pas à même de dompter une situation, le peuple récupère la situation. Où sont les propositions de loi Minako et Sakata? C'est retiré. On ne les a pas annulées. Ils vous attendent eux aussi. Moi, je vous dis maintenant aujourd'hui que les règlements ne prévoient pas cette procédure. C'est un retrait poli. C'est juste c'est une question d'ego. Donc une question de ne pas se sentir ridicule. Vous, personnellement, on vous dit on a renvoyé. Non, c'est pas ça. Mais vous, personnellement, vous avez déjà proposé des lois au niveau des propositions de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Pas seulement moi, vous avez des collègues qui ont proposé les lois sur la CENI, sur la Constitution. Elles n'ont jamais attiré l'attention du bureau, mais tout de suite, en 2 semaines, 3 semaines, les lois, 3 propositions, et c'est passé rapidement. Et ça, nous l'avons dénoncé. Aujourd'hui, vous ne faites que dénoncer. Nous l'avons dénoncé et c'est la moindre des choses qui puissent être faites en ce moment. Et les restes, le peuple s'en occupe. Ça, c'est sûr. Parce que vous n'allez pas nous demander à nous d'aller, au nom de la coalition, faire des choses ou des compromissions au détriment du peuple.
mais les peuples, nous aurons les peuples sur notre dos. Avant d'aller dans le dossier Ronsard, on va terminer les dossiers du ministre de la Justice. Il dit clairement que c'est lui l'auteur de l'état des droits. Il a dit au siège du PPRD que c'est lui qui était l'initiateur même de l'état des droits. C'est lui le parrain de la question de 100 jours. S'il y a des arrestations, c'est parce que lui a voulu que ce soit ainsi et non le président de la République. Et puis il a dit que Yemei lui a dit de ne pas avoir peur. Lui, ministre de la Justice, il dit que c'est Yemei qui lui a dit de ne pas avoir peur. Mais jusque-là, qu'est-ce qui se passe? Mais Christian, tu es aussi un analyste politique. Regardez, j'ai dit ici que sur le plan des droits, et je l'ai dit avant justement, vous l'avez donné répondre à votre question. Sur le plan des droits, le ministre de la Justice a une autorité sur les magistrats du parquet. Et cette autorité s'est traduite par le pouvoir d'injonction qu'il a sur les magistrats. Et c'est ce pouvoir d'injonction qui a fait que le ministre de la Justice ordonne au procureur de Matete et de la Gombe d'ouvrir des informations judiciaires pour le dossier 100 jours. Donc ça, c'est du droit. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti et c'est la loi. Donc ce n'est pas le président de la République. Et c'est la République. loi, il veut faire de la récupération. Attention, je rappelle que c'est au Conseil des ministres, présidé par le président de la République. N'oublie pas que le Conseil des ministres est convoqué et présidé par le président de la République. C'est en cas d'empêchement qu'il peut déléguer ses pouvoirs au Premier ministre. C'est au cours d'un Conseil des ministres, convoqué et présidé par le président de la République, que cela a été décidé. Ah, donc le et président il a été instruit au ministre de la Justice de faire injonction. Alors là, donc, le peuple comprend bien. Non, le ministre de la Justice n'a fait qu'exécuter aussi une injonction venant du Conseil des ministres. Donc, il voulait faire de la récupération politique. Alors, si c'est lui le père fondateur de l'état de droit, mais pourquoi quand on l'interpelle, il va crier Yemei? Il va appeler Yemei, pourquoi? Parce que l'arrestation était arbitraire. Non, mais lui qui... En tant qu'avocat, est-ce que cette arrestation était arbitraire? J'ai dit le ministre de la Justice qui est l'auteur, c'est pas moi, matériel ou intellectuel de l'état de droit. Mais quand son état de droit là l'interpelle, il transpire et il va appeler Yemei. En tant qu'avocat, est-ce vous comprenez que ça ne fait pas de lui? Est-ce que la procédure était cavalière? Non. Il faut faire aussi attention. Ce qui se passe avec la justice n'engage pas le Parlement, n'engage pas le gouvernement, ni la présidence de la République. Le problème ici avec nous, avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est qu'il laisse la justice agir. Mais c'est ce que les autres redoutent. La République des juges, en fait. Bon, on peut dire République des juges comme ils veulent. C'est l'expression peut-être d'une peur bleue. Parce que tel que tu es là, même si la RDC devient une République des juges, tu te reproches de rien et tu n'en feras aucun problème. Moi, je n'ai jamais géré. Je n'ai jamais trempé mes mains dans la marmite publique, dans les finances publiques. Donc, l'indépendance de la magistrature, moi, ça ne m'effraie pas. Il n'y a que ceux qui ont trempé, ceux qui ont détourné, qui ont peur de l'état de droit. Pourtant, l'état de droit est favorable au développement de notre pays et au bénéfice de tout le monde. Alors, par rapport à la procédure, ce qu'il faut retenir, c'est que la Constitution est claire, l'interpellation des membres du gouvernement ne peut se faire qu'avec une décision de poursuite qui est autorisée par l'Assemblée nationale ou la décision de mise en accusation, comme on l'a fait avec le ministre John Toumba, n'est-ce pas? Et pour le ministre de la Justice, c'était un cas de flagrance. L'ordonnance qui organise les procédures d'infraction flagrante intentionnelle, je crois l'article 4 précise que en ce qui concerne la flagrance, tout le monde, ça c'est mon interprétation, est concerné. Mais en ce qui concerne les membres du Conseil législatif et exécutif, on peut dire les membres du gouvernement et les membres du Parlement, il faut une autorisation préalable, je crois, de l'autorité hiérarchique. On peut dire l'autorité hiérarchique du ministre ou des VPM de la justice, c'est le Premier ministre qui devrait, n'est-ce pas, donner son autorisation. Et là, comme c'était la flagrance, on ne passe plus par le Parlement. Et ça, c'est l'autorité hiérarchique qui donne l'autorisation préalable. Ce qui n'a pas été fait. Je ne peux pas vérifier parce que je n'étais pas dans les dossiers, ni avocat, ni accusé, ni d'un côté, ni de l'autre. Ça, je n'ai pas vérifié, mais tout ce que je sais, c'est qu'il a été brièvement interpellé
entendu sur PV, ce qui est très important parce que c'est un acte d'instruction pour un ministre en fonction. Donc c'est encore la preuve que l'État des droits vraiment connaît son bonhomme de chemin, on doit le soutenir, même s'il a été par après relâché et retrouvé dans un état-major politique en train de sabrer. Donc on interpelle quelqu'un en justice, on l'entend sur PV, et parce que il n'a pas été conduit au CPRK, il se retrouve quelque part en train de sabrer du champagne, alors c'est la justice qui a gagné. C'est que pourquoi consommer ou prendre un verre de bière ou sabrer du champagne quand on n'a pas été arrêté. Quand on n'a pas été arrêté, ça veut dire que quelque part, on se sentait déjà parti. Ouais. Donc, c'est une victoire pour n'est-ce pas, l'état des droits. Et là, il faut dire aussi que même une brève interpellation d'un ministre de la Justice, encore vice-premier ministre, c'est dit jamais vu par le passé. Donc, c'est déjà un pas vers vraiment un état de droit, un état démocratique. Alors, la question de la CENI, pour terminer, avant de parler de l'état d'urgence, la question de la CENI, la population, le FCC fait dire à la population que si vous contestez Ronsard, contestez l'élection du président de la République. Parce que Félix Tshisekedi est le produit de Ronsard. Parce que Ronsard était le cerveau de l'élection de 2018. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Deux choses. Nous, ce que nous savons, celui qui a proclamé comme élu provisoirement président de la République, c'est Corneille Nangaa, président de la CENI. Moi, je suis juriste, et c'est le président de la CENI. Quand vous lisez la loi sur la CENI, la loi organique, c'est celui qui engage la CENI. Et ce n'est pas Ronsard. Et donc, nous tenons la publication de Corneille Nangaa en tant que président. Donc, Ronsard, quel que soit ce qu'il fait, donc il n'a pas qualité même d'engager la CENI. Et la deuxième institution, c'est la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a proclamé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo définitivement comme élu président de la République. Donc, voilà les deux institutions prévues par la Constitution et les lois du pays. Et nous, et moi surtout en tant que juriste, légaliste, je m'en tiens à ça. Et c'est ça la réalité. Nangaa a publié le résultat de Ronsard. C'est Ronsard qui était le cerveau. Nangaa n'a fait que publier des résultats que Ronsard a travaillé. Il se réclame être l'expert. Et le FCC brandit cette qualité d'expert. Je vous dis, il n'y a pas de lui. Au sein de la CENI, il y a tout un sandwich d'experts. Ils sont nombreux. Vous connaissez Ronsard parce qu'ils ont avancé son nom. Mais si c'était quelqu'un d'autre, vous aurez pu apprendre qu'il existait un autre. Il y a des Christians là-bas, tout ça. Vous pouvez les retrouver là-bas. Et donc, nous nous en tenons à ce qui est formel. Ça, c'est politique. Et d'ailleurs, s'il est vrai que c'est ce monsieur-là qui a fabriqué les résultats, c'est alors une raison qu'il ne soit pas président de la CENI. Parce que quand ils avancent ça, ils trouvent que c'est un motif pour qu'ils reviennent, alors ça devient... Ça joue contre eux d'ailleurs. Ça joue d'ailleurs contre eux. Alors comme vous dites que c'est Ronsard qui tripatouille les résultats à la CENI, qui a fait qu'on ait une majorité aujourd'hui, que le peuple découvre qu'il y a des gens qui n'ont pas été élus, qui ont été vomis mais retrouvés à l'Assemblée nationale, et vous dites que c'est Ronsard. Il continue à l'opposer au peuple. Ou alors, si donc, il ne sera pas président de la CENI. Et donc, si c'est lui qui a fait nommer un président qui n'a pas été élu, donc empêchons-le pour qu'il ne nomme pas un autre président dans le futur. En tout cas, si d'après le FCC, c'est Ronsard qui tripatouillait les résultats, alors il ne mérite pas d'être président de la CENI. Mais nous nous en tenons à ce qui est légal. La CENI, la Cour constitutionnelle, a proclamé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'ailleurs, j'ai vu une séquence vidéo circuler sur les réseaux comme quoi Ronsard était présent dans les contentieux électoraux. Mais vous savez, il y a les contentieux électoraux au niveau de la présidentielle, au niveau des élections législatives nationales et provinciales, même des sénateurs, même des gouverneurs. Et à chaque contentieux électoral, il y a la présence des experts de la CENI. Donc, les Ronsard là, je crois qu'il aurait été aussi dans un des contentieux, même législatifs ou du gouverneur, mais là, parce que ce n'était pas événementiel, vous comprenez? C'est comme ça qu'on ne balance pas la séquence. On est allé couper pour balancer pour des raisons, pour les besoins de la cause. Vous aussi, vous êtes un modèle. Vous êtes le produit de Ronsard, dans la mesure où c'est lui qui a... Je vais arriver à moi, s'il vous plaît. J'ai eu deux requêtes fallacieuses qui m'attaquaient, moi,
par des gens qui étaient dans les formations politiques qui n'avaient pas atteint les seuils, qui me contestaient à la Cour constitutionnelle. Mais il y avait des experts de la CENI qui défendaient ma cause, n'est-ce pas, qui présentaient les résultats que contrairement à ces deux requérants-là qui convoitaient mon siège, j'étais celui qui était élu. Il y avait un expert. Pourquoi on ne balance pas la vidéo de cet expert-là qui parlait aussi ou qui prenait fait et cause pour moi? Donc Ronsard n'a pas été envoyé par le président Félix en ce moment-là comme président provisoire pour qu'il aille le défendre. Non, ça c'est un expert de la CENI et ça s'arrête là. Il a fait son travail, il est parti et il a été payé. Parce qu'il n'a pas fait gratuitement, ce n'était pas un métier libéral. Alors, donc il a fait son travail comme tous les autres experts. Mais si on présente Ronsard comme quelqu'un qui tripatouille les résultats des élections, alors ça marche contre lui. Il ne peut pas être président de la CENI. Vous avez suivi la conférence du président élu, c'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle, Martin Fayulu, qui a montré ça comme une preuve en disant, lui il a pardonné, mais c'est vous, je parle de l'UDPS, c'est vous qui ne voulez pas pardonner, qui ne reconnaissez pas avoir triché, volé la voix du peuple, c'est vous qui refusez de revenir à la raison. Christian, je crois que contrairement à d'autres animateurs de télé, des journalistes, je sais qu'à la base, vous avez quand même une formation des juristes. Les droits, c'est la preuve. Bon, Martin Fayulu, élu président de la République, il a eu tout son temps devant la Cour constitutionnelle. Moi, je n'étais même pas présent, je n'étais pas dans la ville lors du contentieux, mais c'est là qu'il aurait dû apporter la preuve. Nous avons l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui atteste noir sur blanc que le requérant n'a pas apporté la moindre preuve qu'il a été élu président de la République. Donc, vous le laissez dans ce qu'il fait. Il y aura un moment où il va descendre sur terre. Parce qu'on est en train d'évoluer vers 2023. On évolue sur la question, on ne va pas rester là. La dernière question sur Ronsard. Qu'est-ce que l'UDPS va faire? On a vu certainement, on a entendu que vous allez descendre dans la rue le 9. Et puis, moi, j'ai aimé la phrase, la dernière phrase, ça m'a fait rire. On va faire une marche pour la première fois en respectant la distanciation sociale. Donc, je me vois avec des masques, avec des gels et tout ça. Comment ça va se passer? Et contre qui, finalement, vous allez faire cette marche-là? Voilà. Avant d'en arriver là, il faut quand même que ceux qui nous suivent... ils se posent certainement la question, mais pourquoi l'UDPS peut marcher contre la désignation de M. Ronsard? On n'a rien contre l'individu ou la personne, mais demeurons seulement sur le plan des principes. Nous disons, ils ont placé la charrue avant les bœufs. En faisant quoi? La loi qui organise la CENI impose à ce que chaque année, la CENI dépose un rapport annuel à l'Assemblée nationale. Et à la fin du processus, la CENI doit déposer un rapport définitif sur le processus électoral. Le rapport a été déjà déposé à l'Assemblée nationale. Ça fera peut-être même 6 mois. Nous l'avons. Mais pourquoi on ne programme pas ces débats-là à la plénière pour qu'on en débatte, qu'on débatte sur les rapports, qu'on voie qu'est-ce qui a été fait par la CENI, qu'est-ce qui a été fait bien, qu'est-ce qui n'a pas été fait bien, qu'est-ce que Ronsard avait fait, qu'est-ce qu'il n'avait pas fait, qui a tripatouillé ou pas, comment on a géré les finances de la CENI, tout ça, et quelles sont les erreurs que nous pouvons corriger par des réformes. Et la conséquence, voilà. Si jamais on arrive à comprendre qu'il y a eu beaucoup de tripatouillage, ça va changer l'ordre. Ça va. Non, l'Assemblée nationale n'est pas l'autorité qui intervient dans la proclamation des résultats. Mais s'il vous plaît, je vais finir mon idée, ne me ramenez pas là. Donc, l'objectif d'examiner les rapports, c'est de déceler les failles de notre système électoral, de notre processus électoral et les corriger pour qu'à l'avenir, qu'on ne connaisse pas les mêmes erreurs, les mêmes problèmes. Okay. C'est là qu'on devrait commencer. Madame Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, n'a jamais programmé les débats sur les rapports de la CENI. On doit commencer là. C'est-à-dire quoi? Christian, on vous sert aujourd'hui sur une assiette, vous mangez. Mais avant de manger encore dans la même assiette, il faut qu'on la lave quand même. Il faut qu'il y ait de la vaisselle. Mais pourquoi on ne veut pas nettoyer? Donc vous allez faire du nouveau vin dans les vieilles outres. C'est ça le problème. Deuxième observation. L'article 49, il faut une commission spéciale
pour étudier les dossiers et les candidats afin de donner l'avis avant d'entériner par l'Assemblée nationale et que le dossier aille chez le président de la République pour investiture et éventuellement les serments devant la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas eu commission. Le point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour. Le procès verbal là, et ce procès verbal c'est un faux. Et faux pourquoi? Parce que les responsables de confession religieuse, ceux qui ont habilité, qui sont habilités à engager les confessions religieuses, ne l'ont jamais signé. C'est des personnes sans qualité qui ont déposé ces PV à l'Assemblée nationale. Donc, il faut les arrêter. Ceux qui engagent les confessions religieuses ont même dénoncé par des écrits, ils ont adressé les correspondants au chef de l'État pour dire qu'ils n'ont jamais signé. Donc, ceux qui ont déposé ces PV à l'Assemblée nationale n'ont pas qualité et ils ont commis un faux en écriture. Donc, on peut le poursuivre. L'état des droits, je crois que la justice est indépendante, on ne va pas l'influencer. Je crois que la justice fera aussi son travail. Et ce PV n'a pas circulé 48 heures avant la plénière, parce que c'était de façon impromptue que ce PV a été tiré de la poussière et présenté aux honorables députés. Autre chose, ça n'a pas été inscrit à l'ordre du jour. Quatrième observation, la CENI, après la réforme de 2013, la CENI c'est 13 membres. 6 membres majorité, 4 membres opposition, 3 membres société civile. Et la loi sur la CENI stipule que le président de la CENI vient ou provient de la société civile, parmi les 3 délégués de la société civile. Alors pourquoi on doit aller entériner un seul au lieu de 3 au même moment? C'est vrai que dans la société civile, il y a 3 sous-composantes. Il faut attendre le premier PV, le deuxième et le troisième PV, entériner les autres, et le président sortira de ces 3-là. Ils doivent se concerter pour nous sortir les présidents de la CENI. Mais là, on vous dit que ce sont les confessions religieuses. L'Église catholique a dit que ça ne les concerne, il n'a pas pris part. L'Église protestante n'a pas pris part. Mais c'est quelle confession religieuse? On a parlé des églises indépendantes. Mais vous savez que ce n'est pas du tout vrai, parce que l'Église catholique a pris part à ces élections. C'est leurs candidats ont perdu, et l'Église catholique, et l'Église protestante, et l'Église kimbanguiste, elles ont toutes pris part à ces élections. Elles ont donc perdu, et puis voilà, elles veulent jouer à la mauvaise perdante ou aux mauvaises perdantes. Pourquoi vous ne reprochez pas l'Église catholique? Même alors, oui. Je peux ne pas reprocher à l'Église. Admettons que ce qui est fait par l'Église, c'est Ronsard qui est sorti de confession religieuse. Oui. Admettons-le comme ça, par absurde, considérant que le faux est vrai. Ronsard produit de confession religieuse. Mais confession religieuse, c'est une des composantes de la société. Là, on est d'accord avec votre démarche. Le faux est là, oui. Il y a les ONG des femmes, il y a aussi les ONG qui sont spécialisées dans l'éducation civique et électorale. Il faut d'abord que chaque sous-composante présente un candidat, et parmi les 3, on sort un président, et tous d'ailleurs doivent être entérinés. Pas seulement la société civile, mais au même moment avec les 6 de la majorité et les 4 de l'opposition. Les 13 membres. Quel intérêt il y a? Parce que tous les membres de la CENI actuellement sont fin mandat. Il faut renouveler le mandat de 13. Mais vous allez vous précipiter sur un seul. Et les 12 qui restent, ça sera à quel moment? Alors, oui. Est-ce que auriez-vous dit la même chose? Auriez-vous eu la même énergie si c'était le candidat d'Ambongo ou le candidat de Bokondoa? Est-ce que vous auriez la même énergie? Allez-vous dire la même chose? Allez-vous soulever les mêmes exceptions? J'aurais eu la même réaction, parce que vous l'avez dit, si c'était le candidat d'Ambongo ou de qui? Non, on ne veut pas des candidats d'Ambongo. L'Église catholique. Non, nous voulons les candidats de la société civile. Vous comprenez? Les gens qui ont une probité morale et intellectuelle, qui est avérée, qui a une bonne réputation, qui a de l'expérience en matière électorale, voilà les critères objectifs. Nous avons même appris, moi je ne soutiens pas les cardinals, on a même appris qu'il y a même des critères tribaux. Vous pensez que je vais les soutenir? Bien évidemment. Alors, je suis le principe. Vous répondez quoi à l'homélie du cardinal Ambongo? On va terminer pour prendre l'état d'urgence en 7 ou 8 minutes. Le cardinal Ambongo dit, on va dire ça comme ça, il dit qu'ils ont accepté que du faux peut sortir du bien. Et que Félix Tshisekedi et Kabila, ils savent ce qu'ils ont fait et qu'ils ont triché aux élections. Ça, c'est les propos du cardinal, qu'il n'y a pas eu de vérité, on n'a pas respecté la vérité des urnes. C'était plutôt un autre candidat qui a gagné, mais qui n'a pas été proclamé. Mais ils ont quand même accepté d'accompagner ça, parce qu'en sachant que du faux peut sortir du vrai. Mais c'est ce qu'on appelle
l'église à côté du village. Pas au milieu. Pas au milieu, à côté du village. Bon, déjà que le candidat lui-même a été incapable d'apporter les preuves devant la Cour constitutionnelle. Mais en bon, on aurait eu ça. Oui, mais quand c'était l'autre... C'est de la spéculation ecclésiastique. À l'époque de Tiens Tshisekedi, vous étiez d'accord, hein? Il n'y avait pas encore de la C'est une spéculation. incantation religieuse. Oui, bon, à l'époque de Tiens Tshisekedi, ce n'était pas une incantation religieuse. Ce n'était pas une spéculation religieuse. Mais aujourd'hui, c'est la spéculation religieuse. Mais à l'époque religieuse. de Tshisekedi 2011, Vous n'avez pas il a compris gagné. vous non plus. Aucun cardinal ne s'était levé pour dire qu'il y a eu la vérité des urnes, c'est Tshisekedi qui a gagné. Aucun. Vérifiez. Et donc aujourd'hui, ça vous donne une raison de dire, bon, c'est une incantation, ainsi de suite. Non, j'ai répondu à votre question pour dire que quand Etienne Tshisekedi Moulumba avait gagné les élections en 2011, on n'avait pas entendu ça. Mais Bemba en 2006, vous avez entendu ça. Pour Mbem, on avait entendu. Oui, mais ça, c'était pas de l'incantation religieuse en ce moment-là. Mais pour Mbem, on avait entendu. Toujours, les cardinaux, je ne vais pas faire un procès contre eux, mais le peuple même constate ce qui se passe. Il y a aujourd'hui, nous avons perdu les repères. Ce sont des pères de l'Église. Vous comprenez? Ils devraient d'abord prêcher la paix, vous voyez, prêcher la paix, et ne pas mettre de l'huile sur le feu. Bon, quand quelqu'un affirme qu'il y a des faux et que l'État de droit veut s'en occuper, parce que quand vous dites... Mais vous n'allez pas arrêter un prêtre quand même, hein? Non, qui vous a dit que le prêtre est au-dessus de la loi? Ben, vous n'allez pas quand même arrêter le cardinal. Ça va créer... Non, ça je va réfléchis créer, avec vous. Non, mais qui vous dit que le cardinal est au-dessus de la loi? Le cardinal peut aussi commettre une infraction. N'est-ce pas? Vous savez que le président était un enfant de l'Église, en tout cas. Je ne le non, vois pas mais là, se retourner contre nous sommes en train de réfléchir. Nous réfléchissons pour vous dire des principes. Personne n'est au-dessus de la loi. Président de la République, cardinal, personne n'est au-dessus de la loi. Tout le monde sous la loi. Vous comprenez? Il faut faire attention avec les allégations que nous portons. Les allégations, on doit toujours faire attention. Même si on est cardinal, on ne peut pas dire c'est du faux. Mais si on vous dit, monsieur, venez prouver maintenant les vrais. Vous allez dire non, la justice, c'est je n'entrerai pas dedans. Sinon, ça va mais ce sont vos questions. Vous ne voulez plus creuser dans vos questions. Alors, on va prendre... Il affirme que c'est du faux. Ok, venez dans votre soutane soutenir aussi que c'est du faux ou c'est du vrai. Vous allez faire... Il soutient en soutane. Très bien. Alors, il y a l'état d'urgence maintenant. Mais la grande question, le peuple se pose la question, on ira jusqu'où avec cette histoire d'état d'urgence? Vous savez, à un moment donné, les gens sont fatigués de cette histoire de corona. On se dit, ben, ceux qui ont allé, tous ont son maman. Parce que finalement, les gens sont fatigués. On déconfine Gombe, on laisse les restaurants ouverts, bon, et puis après, on va encore prolonger. Mais c'est pourquoi on prolonge? Tout à l'heure, il y a un débat à l'Assemblée nationale, s'il faut proroger ou pas. Mais il y a une grande confusion. Je l'ai suivi même... chez nous, là, la plénière, même dans l'opinion. Les gens confondent l'état d'urgence et les mesures qui ont été prises par le chef de l'État dans le cadre de l'état d'urgence. L'état d'urgence a été proclamé en vertu de l'article 85 de la Constitution, mais les mesures ont été prises en vertu de l'article 145. Parmi les mesures, vous avez le confinement, la fermeture des frontières, il y a des mesures sur le plan social, sur le plan économique. Ça, ce sont les mesures. Beaucoup de pays qui ont été frappés par le coronavirus n'ont pas levé l'état d'urgence. Ils ont juste assoupli les mesures. Ils ont déconfiné. Quand on a dit on a déconfiné, cela ne veut pas dire qu'on a levé l'état d'urgence. C'est une pression de taille. Non, ça c'est une pression de taille. Le virus est là. Il faut apprendre à vivre avec lui, à le dompter. On n'a pas encore les vaccins. On ne sait pas encore ce qui va arriver. Donc, à tout moment, la situation peut... Vous avez suivi même en Chine. En Chine, il y a eu la recontamination de la population. Le taux est réparti encore. Mais des grandes nations comme ça organisées, même le Madagascar, beaucoup d'autres pays qui avaient déconfiné prématurément ont reconfiné. On doit faire attention. Donc l'état d'urgence n'est pas à confondre avec les mesures. Pour moi, le virus, là, il est dangereux. On n'a pas encore le vaccin. On n'a pas encore un traitement spécifique. L'état d'urgence peut demeurer, mais qu'on assouplit seulement les mesures pour apprendre à vivre avec le virus. Par exemple, les mesures sur la fermeture des frontières, sur l'isolement de nos provinces,
on peut juste lever certaines mesures pour assouplir la vie qui devient de plus en plus intenable, mais maintenir l'état d'urgence. Mais là-bas, on vous dit non, on ne va pas proroger, qu'on lève l'état d'urgence. Mais non, mais l'état d'urgence n'a pas de problème. Ça, ce sont les mesures. Mais même à l'Assemblée nationale, il y a ce genre de débat. Vous voyez? Donc l'état d'urgence, on peut proroger, mais recommander au chef de l'État, au gouvernement, d'assouplir les mesures. L'ouverture des frontières, ça, en France, où il y a eu beaucoup de morts, aux États-Unis et dans d'autres pays, ils ont levé, n'est-ce pas, les mesures de... Ils ont permis seulement 4 pays africains. L'ouverture des frontières, les vols, tout ça, ont repris, mais en respectant les gestes barrières. Mais les états d'urgence qui ont été, n'est-ce pas, proclamés, demeurent. Donc, on se plaint des mesures qui sont devenues de plus en plus intenables, mais pas l'état d'urgence. Que vaut l'état d'urgence sans les mesures d'état d'urgence? C'est différent. Parce que on peut dire, bon, désormais, on peut circuler, aller même dans nos provinces, parce qu'on avait isolé les provinces de Kinshasa, parce que Kinshasa pouvait contaminer. Mais si on estime qu'on peut gérer, je ne sais comment, je ne suis pas médecin, bon, on dit, alors, l'ouverture des frontières avec nos provinces, vous pouvez aller en province, mais nous sommes toujours en état d'urgence. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, on peut prendre une mesure, on dit, attention, il semble qu'à Lubumbashi, il y a hausse de contamination, on ferme. Donc, l'état d'urgence doit demeurer, on peut ouvrir, même nos frontières à l'international, mais maintenir l'état d'urgence, être attentif par rapport aux gestes barrières et attentif par rapport à la situation pandémique. À Kinshasa, ça va, donc on reconfine. Les Quinois pensent que c'est devenu une sorte d'arnaque terrible parce que, les agents même de la riposte ont marché. Ils ont 3 mois d'un paiement, on va dire ça comme ça. Et puis en même temps, les policiers commis à cet exercice ont rançonné la population. Ils demandaient 1000 francs, 5000 francs, ainsi de suite. Et lorsque vous allez dans des communes de Kinshasa qui sont les plus habitées, il n'y a pas de masques, il n'y a pas de gel, il n'y a rien du tout. Et les gens se posent des questions. Pourquoi sommes-nous obligés de respecter des mesures qui n'existent pas, qui ne sont même pas elles-mêmes respectées? Bon, Christian, les Congolais, nos frères, je ne sais pas, certains veulent voir les morts du coronavirus pour croire. Il y a beaucoup de symptômes parmi nous. Ils veulent voir, non, il y a des morts de corona, les morts là sont où? Donc ils veulent voir. Vous voulez que dans chaque famille, qu'il y ait au moins un mort sur le corona pour que tout le monde réalise que la pandémie existe. Alors vous avez quelqu'un qui a les masques, mais qui ne couvre pas ni la bouche ni le nez. Bon, c'est étouffant aussi, hein, j'avoue aussi. Aux États-Unis, il y a un véritable débat. On met ça au menton. Oui. Mais ils sont en train de mourir, mais en train de débattre en même temps. Vous trouvez les gens qui se précipitent pour aller à la plage parce que c'est l'été, mais ils sont en train de mourir du virus. Donc, sortez un peu des États-Unis, revenons un peu chez nous. Parce que chez nous, il y a des problèmes sérieux, c'est vrai. Les gens qui vivent au jour le jour, et tout ça, les masques qui étouffent, ainsi de suite. Non. Les gens ne peuvent pas aller en boîte de nuit, les gens ne peuvent pas... On m'a même dit qu'on a... Ça, c'est une information que j'ai eue, mais on a arrêté des gens dans une boîte de nuit, mais parmi, on a trouvé une autorité de la République. Alors, il a donc demandé qu'on aille comme... Bon, peut-être ce sont des choses qui manquent aux Congolais en ce moment. Les boîtes de nuit, la bière et consort. Mais on doit prendre la menace au sérieux. Très bien. Pour prendre sa bière, on peut la prendre à la maison. Mais il paraît que ça n'a pas le même goût. Avec des copains. Selon les gens, il paraît que ça n'a pas le même goût. La bière de la maison, c'est comme amener son propre plat au restaurant. Ça n'a pas le même goût en tout cas. Bon, ça c'est mais d'ailleurs, vous n'avez pas remarqué que pendant ce temps, plus de bière, plus de restaurants, plus de terrasses, tout ça. Même des bruits. La pollution sonore, en tout cas, il y a ça. Tout ça, mais les gens prennent la bière, on appelle ça l'évier aujourd'hui. Vous allez voir des gens dans un coin, ils sont là, les bouteilles sont en bas, ils appellent ça effet l'évier. On ne comprend toujours pas, mais bon. Christian, je suis arrivé une fois en Allemagne, à Cologne. Je suis arrivé, je crois, à 14 h. Et je pensais faire 2-3 jours, mais le climat, l'environnement était tel que je n'étais pas habitué, comme ça se passe à Bruxelles, à Paris, c'est chaud. Et le même jour, le soir, je suis retourné à Paris. Parce que vous n'allez pas trouver les gens dans des terrasses en train de prendre la bière, tout ça, en train de faire le bruit. C'est difficile. Hitler a laissé une discipline là, terrible. Donc je crois qu'à un moment donné, on en a aussi besoin. Et le coronavirus nous a disciplinés un peu. Ouais, c'est vrai. Vous voyez? Nous pouvons aujourd'hui nous organiser à ne pas avoir des terrasses
au bord de la route, tout ça, mais dans les passages à des endroits fermés pour des raisons d'éducation des enfants. Comme le deuil, ça a beaucoup aidé les gens en tout cas, cette histoire de deuil. Par exemple, les églises. Quand on parle des églises, on vous considère comme un païen, comme un athée, non, tout ça. Non, non. Mais on peut prier dans la passerelle, on ferme. Vous trouvez dans une église où il y a 3 personnes, mais on prend les baffes, on les retourne vers la route principale. Mais vous adressez à ceux qui sont à l'église ou aux passants. À tout le monde. Alors maintenant, là, cette nuisance sonore-là, ça pose problème. Donc, faites-le, enfermez-vous. Même Christ a dit, quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre, fermez la porte. Donc, vous ne pouvez pas crier, non, moi, je ne suis pas comme les païens là qui passent là, il est mauvais, il est méchant. Non, on ne fait pas faire des choses comme ça. Très bien. Vous voyez? Alors, ceci peut nous aider à modeler aussi la vie dans notre société, les terrasses, les églises. Je n'ai pas dit qu'on ferme les églises, mais qu'on organise, qu'on en profite, qu'on organise quand même encore. Et même aujourd'hui, beaucoup apprécient les oraisons funèbres qui sont faites aujourd'hui, les obsèques qui sont organisées. Il n'y a plus. Vous savez combien ça coûte l'enterrement de quelqu'un à Kinshasa? Ça coûte plus que le frais de l'hôpital, plus que le frais de soins, on dirait. Mais j'ai vu des gens perdre 7 000 $, 8 000 $. 7 000, 10 000, ça va dans quoi? Parce que celui que vous enterrez là, peut-être que il a laissé juste un cercueil, oui. Vous le prenez un habit, vous mettez, et puis peut-être un puits quelque part, et vous l'enterrez dans l'anonymat. Et tout le reste, c'est les gens qui viennent vous voir, il faut les impressionner. Oui. Que vous avez une grande famille, il faut louer là-bas, il faut louer les terrasses, il faut offrir la bière, tout ça. Pourquoi tout ça? Il faut aller louer une grande salle pour qu'on sache que c'est la famille. Pourquoi? Et vous, d'abord, une famille qui... Il y a des difficultés, mais quand il y a des obsèques organisées, vous devez mobiliser 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 10 000 $. Et l'orphelin et la veuve restent comme ça. Et quand c'est fini, et les gens disparaissent, vous les avez impressionnés et vous restez pleurer de la misère. Et ça, je crois qu'il faut arrêter, en profiter et pérenniser ce genre de mesures. Quand il y a un décès, vous les prenez à la morgue directement au cimetière. Je crois que c'est bon, vous les allez parler. Mais les gens s'organisent même à la morgue là. En face de la morgue, il y a des terrasses, ils sont là-bas. Mais il y a des cercueils là-bas, les gens pleurent. Vous criez, vous réjouissez, vous consommez la bière. Donc, vous sentez qu'il y a toujours un fil là qui attire tout le monde vers le bas. On a terminé cette émission, mais je voudrais vous poser une seule et dernière question. Est-ce que Félix Tshisekedi est celui qu'on attendait ou devrions-nous attendre quelqu'un d'autre? Christian, je crois que vous êtes inspiré de la Bible. Je crois le Fils de Dieu lui-même a reçu une telle question. Mais la réponse est également dans la Bible. Quand vous avez posé la question, il y a la réponse. Donc, la réponse c'est aller dire à ceux qui posent une telle question, qu'est-ce qu'ils voient. Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils voient? Souviens-toi qu'il y a un moment où je te disais ici sur ton plateau que les secteurs les plus importants dans notre pays, c'est le secteur de la justice. Ce n'est pas l'économie, ce n'est pas le social, ce n'est pas les finances, c'est la justice. Si seulement la justice est remise à sa place, tous les autres secteurs iront de soi. Vous allez voir, je vous ai vu en train de crier là sur un décret là de Mouzito fait, mais on vous suivait, non? Mais pourquoi il avait fait ça? Les gens qui sont chargés d'aller collecter les impôts, on dit qu'on ne peut pas les pourchasser. Quand vous voyez tous les immeubles qui poussent, c'est-à-dire moi je travaille comme professeur, je paie l'impôt, partout où je passe, je paie l'impôt, et puis celui qui récolte les impôts là ne va pas les mettre dans la caisse de l'État, il se construit des immeubles, et puis lui, on ne peut pas les poursuivre. Et vous ne voulez pas de l'état de droit. Je crois que, avec la justice, comme ils savent qu'avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la justice a la liberté d'action. Vous allez voir, on va commencer à mettre la main sur tous les directeurs là, des DGI, tout ça. D'ailleurs, il faut qu'on arrive à un moment donné, qu'on interpelle même les anciens. Monsieur, venez. Vous avez été directeur général à la DGI. Bon, toute cette fortune, vous l'avez eu comment? Votre salaire était de combien? Oui. Comment vous avez acquis cette vie-là? Mais ça crée, c'est comme ça que ça crée des aigris, ça crée des jalousies dans la société, ça crée des problèmes, des conflits. Vous voyez? Très bien. Vous trouvez un monsieur qui ne sait pas formuler une seule phrase en français,
mais vous trouvez un autre qu'on a même surnommé Ronsard, Antoine Dibeley, tout ça, parce qu'il parle bien français, mais qui n'a rien. Mais vous trouvez un monsieur qui ne sait pas écrire un paragraphe sans retrouver une seule faute d'orthographe, mais même au minimum, on peut admettre même 2. Mais il vous construit, et celui-là, même si vous revenez, vous lui parlez, tous les Français, là, ils vous regardent, ils vous disent, mais les Français, là, ne vous a pas permis d'être riche, parce que lui a volé. Très bien, merci beaucoup. Alors, si il faut répondre à cette question-là, je crois que accorder au président Félix encore du temps, rien que par rapport à ce qu'il fait. Félix Tshisekedi, je l'ai dit encore sur ce plateau. Et on va terminer par là. Moi, je n'attends pas qu'il fasse du Congo comme New York. Non, moi je n'attends pas ça de lui. Moi j'attends qu'il fasse de ce pays un État et un État de droit. Et c'est ça la fondation. Très bien. Et tous les restes viendront. Et tous ceux qui viendront là viendront construire sur la fondation. Et là vous allez répondre que Félix Tshisekedi est celui qu'on attendait parce qu'il est en train de mettre la fondation. Merci beaucoup. Et tous ceux qui viendront, ils viendront bâtir sur la fondation. Merci beaucoup, Tony Mwaba. Je rappelle que vous êtes professeur, privatiste, comparatiste, honorable député. Vous êtes aussi analyste politique et même de société. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je ne veux pas oublier que vous êtes aussi avocat. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Hein. Ça fait, et conférencier en même temps. Non, ça fait beaucoup quand même finalement. Non, c'est pour dire qu'on est utile dans notre pays à plusieurs niveaux. Ouais. Donc, même à la députation, ce n'est pas une carrière, c'est un mandat. Et à la fin, je vais retourner dans ma profession habituelle, avocat, professeur. Donc, voilà. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux. Donc, faites vos suggestions, posez des questions. Nous allons reprendre encore une fois l'honorable Tony Mwaba ici. Et on reprendra les mêmes questions que vous allez poser, qu'elle a peur quitte vos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces obinois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinyabana, Piko, Namosala, Totongambo, Kakuleka, Kitoko, Nakinyabana, Kongo, Toyembali, Loyembolonde, Yalisa.